Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un document juridique assez fascinant. Une requête qui ose carrément défier l'autorité de la plus haute cour du Brésil. C'est vraiment l'histoire d'un bras de fer constitutionnel où les enjeux sont énormes. Alors, l'outil au cœur de cette affaire, c'est l'habeas corpus. Il faut bien comprendre ce que c'est. En gros, c'est un droit fondamental qui protège chaque citoyen contre une détention qui serait illégale. On l'appelle souvent le recours héroïque. Et ce n'est pas pour rien. C'est vu comme le dernier rempart de la liberté individuelle face à la puissance de l'État. Et ce qui rend cette histoire si particulière, c'est que cet outil n'est pas utilisé contre n'importe qui, mais contre la Cour suprême elle-même au nom de citoyens qui ont été emprisonnés. Ça pose les bases d'un affrontement juridique vraiment unique en son genre. Bon, alors plongeons dans cette requête pour voir qui est qui. Il y a trois acteurs principaux dans cette affaire. D'abord, l'impétrant, c'est l'avocat qui est à l'origine de tout ça, Samuel Marx. Ensuite, les patientes, un terme juridique qui désigne en fait les citoyens emprisonnés pour qui il agit. Et enfin, les autorités coactrices. Et là, il s'agit ni plus ni moins que des juges de la Cour suprême dont les décisions sont remises en question. Et pour construire son argumentation, l'avocat a une approche très structurée, très maligne. Il ne part pas dans tous les sens. Il articule toute sa plainte autour de 5 obstacles juridiques. L'idée est assez simple. Si l'enquête de la Cour suprême échoue à franchir ne serait-ce qu'un seul de ces obstacles, alors, selon lui, elle perd toute sa légitimité. Voilà donc un aperçu de ces 5 obstacles. Ça va de la manière dont l'enquête a été créée jusqu'aux secrets qui l'entourent. La requête les prend un par un, bien sûr. Pour notre analyse, on va se centrer sur les 3 premiers parce que ce sont vraiment les piliers de tout le raisonnement. Le premier obstacle, la création, s'attaque vraiment aux fondations du dossier. La question est directe, mais elle est essentielle. Est-ce qu'une cour de justice a le droit de lancer sa propre enquête? Ou est-ce que ce pouvoir appartient à quelqu'un d'autre, dans le système judiciaire? En fait, la requête met en opposition 2 grands modèles judiciaires. La Constitution brésilienne, elle, impose un système dit accusatoire. C'est simple, les rôles sont bien séparés. Il y a quelqu'un qui accuse, le procureur, quelqu'un qui défend, l'avocat, et un juge qui arbitre. Mais ce que dit la requête, c'est que la Cour aurait agi selon un modèle inquisitoire, où le juge peut aussi être celui qui enquête. Pour prendre une image, c'est un peu comme si l'arbitre d'un match de foot décidait de prendre le ballon et d'aller marquer lui-même. Et pour appuyer ce point, le document ne sort pas un argument de nulle part. Non, il cite une opinion très forte, celle de l'ancien juge de la Cour suprême, Marco Aurélio. D'après lui, le texte qui sert de base légale à cette enquête n'est tout simplement pas conforme à la Constitution de 1988. Autrement dit, l'enquête aurait un vice d'origine qui la rendrait illégitime depuis le tout début. Passons au deuxième obstacle, le juge. Cette partie-là s'intéresse à un principe absolument crucial pour garantir l'équité d'un procès, le principe du juge naturel. Ça concerne la façon dont on désigne le magistrat qui va s'occuper d'une affaire. Ce que la loi exige, c'est que les juges soient choisis par un tirage au sort, de façon publique et totalement aléatoire. C'est ça le principe du juge naturel. L'idée, c'est de garantir l'impartialité. On ne choisit pas son arbitre. Or, la requête affirme que dans cette enquête précise, il n'y a pas eu de tirage au sort. Le juge a été nommé directement, ce qui contourne ce mécanisme de protection. Et il ne s'agit pas juste d'arguments d'avocat. Le document met en avant des inquiétudes qui viennent de l'intérieur même de la Cour. Par exemple, le juge Mondonça, qui est en poste, a alerté sur le risque de créer un tribunal universel où un seul juge pourrait accumuler un pouvoir quasi illimité. C'est cette critique interne qui amène la requête à pointer une contradiction assez frappante. La requête met la Cour face à son propre passé. Elle rappelle l'affaire Lula, qui est très connue, une affaire où ce même principe du juge naturel a été appliqué avec une telle rigueur qu'il a conduit à l'annulation de condamnation. Du coup, la question qui est posée en filigrane, c'est pourquoi y aurait-il 2 poids, 2 mesures? Le troisième obstacle maintenant, il se concentre sur le rôle du ministère public. C'est une figure clé de tout processus judiciaire et la requête estime que son autorité a été complètement ignorée. Cette chronologie, elle est très révélatrice. On voit bien le conflit institutionnel. En mars 2019, la Cour suprême lance son enquête. À peine un mois plus tard, en avril, la procureure générale, qui est la plus haute autorité du ministère public, demande officiellement de classer l'affaire. Mais la Cour refuse et continue son enquête. On est donc face à un conflit direct sur qui a le dernier mot. Et au cœur de ce débat, il y a une expression latine, dominus litis. Ça veut dire littéralement le maître du procès. La requête soutient que ce maître, ce n'est pas le juge, mais le ministère public. C'est lui qui aurait l'autorité suprême pour décider de lancer des poursuites ou au contraire de tout arrêter. Pour renforcer son argument, la requête s'appuie sur de grandes figures du droit brésilien.
Par exemple, la juriste Ada Pellegrini Grinovor, dont l'avis est cité. Pour elle, il n'y a pas de débat. Dans le système brésilien, le dernier mot sur le classement de l'enquête appartient au procureur général. D'après cet argument, le juge n'aurait donc pas eu le choix. Il aurait dû classer l'affaire. Après avoir détaillé tous ces obstacles, la requête se termine par une question. Une question très puissante et, il faut le dire, très provocatrice sur la nature même de cette enquête. La requête suggère que cette enquête pourrait en fait ressembler à un tribunal d'exception, une sorte de tribunal spécial qui est formellement interdit par la Constitution brésilienne. Et elle liste une série de caractéristiques assez troublantes. Le fait qu'il ait été créé juste pour ce cas précis, que les procédures sont secrètes, qu'il n'y a pas de possibilité de faire appel, et surtout que les rôles de victime, d'enquêteur et de juge sont concentrés dans le même organe. Finalement, l'argumentaire brosse un portrait assez saisissant, celui d'une procédure qui, par sa nature même, entrerait en conflit direct avec les droits les plus fondamentaux, ceux qui sont garantis par la Constitution, comme le droit à un procès équitable ou le droit à une défense complète. Au final, toute la requête en habeas corpus, avec toute sa complexité juridique, se résume à cette seule et unique question qui est laissée en suspens. Une question profonde qui résume tout le défi qui est lancé à la Cour suprême du Brésil.